Bienvenue à ce numéro de votre magazine Invité. Et celui qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est Éric Bilalé, jeune politique au sein du MLC. Vous vous sentez vraiment à l'aise avec la méthode Jean-Pierre Bemba? Oui, absolument. C'est notre président. Il semble qu'il n'est pas facile en tant que dirigeant d'un parti politique. Oui, les gens peuvent le dire, il a l'essence de l'autorité et du pouvoir et l'esprit des décisions. Voilà. La secrétaire générale, qui est également transfuge de l'UDPS, à son tour, certains médias racontent qu'elle ne serait pas très contente de la gestion Jean-Pierre Bemba du parti. Oui, Bazaïba, est-ce que c'est vrai? Ce sont des spéculations. Madame Bazaïba venait du repos médical, je dirais du repos à la suite du décès du docteur Massoudi, d'heureuse mémoire, qui est aussi cadre du MLC. Et voilà, les gens peuvent raconter des histoires. En fait, le mouvement de libération du Congo est un parti qui a une histoire, qui est chargé d'histoire. Vous n'allez pas poser la question à un combattant sahraoui sur l'autorité de Mustapha Sayed ou poser la question à un compagnon de la libération, de la résistance française gaulliste sur l'autorité et l'esprit des décisions du général de Gaulle. En fait, Jean-Pierre Bemba, c'est le président du mouvement de libération du Congo. Il incarne le pouvoir et l'autorité du parti. Oui. En toute démocratie et au sens de liberté, dans l'essence de liberté, nous fonctionnons comme un parti démocratique. Parmi les sujets d'actualité, c'est donc l'Est du pays ou la partie orientale toute qui est dans l'instabilité avec des massacres à répétition. L'insécurité dans cette partie du pays, quelle est la recette du MLC en termes de remèdes? Oui, la question fondamentale se pose en ce qui concerne la sécurité à l'Est. C'est la question de l'autorité de l'État. Il faut un dispositif sécuritaire adapté à une géographie sécuritaire idoine. Parce que, vous savez, la question des lettres, vous savez, nous sommes au niveau du MLC, nous maîtrisons la géographie militaire de la région et les dispositifs sécuritaires de toute la sous-région des Grands Lacs. Je me rappelle qu'en 1999, les troupes aguerries du mouvement de libération du Congo ont pacifié Beni et toute la sous-région, voire l'Ituri, parce qu'on avait un système de dispositifs sécuritaires assortis d'une géographie sécuritaire maîtrisée. Les ADF ont été mis hors d'état de nuire. Alors aujourd'hui, nous sommes en face d'une sorte de guérilla, je veux dire, d'une rébellion asymétrique qui frappe la République de ses côtés. C'est vrai qu'il y a des ramifications avec certains compatriotes qui sont à la recherche du lucre, qui sont derrière ces rébellions pour exploiter illégalement des ressources naturelles. Mais il faut que l'autorité de l'État, c'est récente, il faut imposer un dispositif sécuritaire drastique et sur la base d'une géographie sécuritaire adaptée, parce que la question ne fait que perdurer. Je crois que l'autorité de l'État doit faire son travail, l'État léviathan doit s'imposer face à ces barbares qui ne font que s'aimer la désolation sur notre terre. Vous voyez, la population est ensanglanté à l'Est. C'est parmi les plaintes de toute formation politique congolaise, c'est parmi les plaintes de l'élite
et du peuple. Il n'y a rien de nouveau, mais qu'est-ce que vous proposez comme un remède? On nous a amené le monstre des Sun City, aux conséquences incalculables, des étrangers au sein de nos services de sécurité et services de renseignement. Nous en souffrons. Et puis, il y a là aussi les nationaux qui élèvent leurs groupes armés pour un chantage ou pour les affaires. La prédation se porte très bien. Qu'est-ce que vous proposez comme remède, même si vous maîtrisez les questions géographiques et militaires de la partie orientale? Oui, en fait, quand nous sommes allés à Sun City, lors de la signature de l'accord, le président Jean-Pierre Bemba n'avait jamais pensé qu'il y aurait cette infiltration de nos armées telle que ça s'est passé ces 18 dernières années. Nous avions pensé qu'on était en train de construire une armée républicaine et apolitique. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons participé activement à l'intégration des armées, à la démobilisation et à l'intégration des armées. Nous avons fourni au FARDC plus de 20 000 hommes, parmi lesquels des officiers aguerris que nous avions à l'époque au niveau du mouvement de libération du Congo, de l'armée de libération du Congo, recrutés et formés. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la politique sécuritaire du MLC, dans la construction de l'armée de libération du Congo, il y avait une politique de perpétuation des recrutements et des formations de militaires. C'est vrai que l'Ouganda, l'armée ougandaise, nous est venue à la rescousse, mais après, nous avions notre autonomie militaire, notre autonomie sécuritaire et notre autonomie dans les ravitaillements de troupes. Il fallait former, c'était une question prioritaire pour le président Jean-Pierre Bemba, pour protéger nos territoires. Alors, aujourd'hui, nous sommes en présence de nos armées qui sont, comme vous venez de le dire, infiltrées à outrance et fragilisées depuis l'intérieur. Je crois que le président de la République qui manifeste cette volonté de pouvoir reconstruire une armée forte a l'obligation des résultats face à la question de l'Est du pays. Et même en Ituri, il y a cette situation. Je rappellerai qu'en Ituri, entre le Ema et le Lendu, le président Jean-Pierre Bemba a enterré les haches de la guerre au stade de Bunia en présence de tous les notables de deux ethnies et enterré la guerre pratiquement. Et ils avaient juré de ne plus reprendre, d'éterrer la hache de la guerre pour assommer l'autre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation qui nous est imposée par des ennemis du Congo et certains de nos compatriotes en sont des complices considérablement. Je crois qu'il faut un travail de fond, il faut des réformes considérables de nos armées et agir au sens avec obligation des résultats. Parce que vous parlez des réformes, justement, on en parle, réformes institutionnelles, réformes électorales, et même les délais constitutionnels pour le rendez-vous de 2023 au MLC. Qu'est-ce que vous donnez comme voix quant à ce qui concerne les réformes institutionnelles et les réformes électorales? En ce qui concerne des réformes, je parle de réformes électorales, parce que les institutions de la République doivent rester intactes, telles que conçues par les constituants du 18 février 2006. Mais il faudra aussi retoucher la Constitution pour certaines dispositions, notamment la nationalité, plutôt cette affaire de la nationalité exclusive. Il y a également cette affaire de recensement avant ou après élection. Voilà la voie du MLC. Oui. En ce qui concerne la réforme de la Constitution, moi je pense qu'il faut un large consensus politique. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut réfléchir là-dessus. En ce qui concerne plutôt les réformes électorales qui peuvent intervenir,
sans toutefois qu'on ne touche à la Constitution, on peut recourir à certains mécanismes juridiques appropriés au fin d'éviter de toucher à la Constitution en cette période. Je pense qu'il faut des réformes approfondies jusqu'au niveau des provinces. Vous voyez, au-delà des réformes, parce qu'il y a par exemple au niveau du scrutin, il faut voir la question de la machine à voter. Cette question est en suspens. Or, c'est une question fondamentale. La machine à voter a ses bavures électorales qui ont des conséquences considérables et démesurées. Vous savez que lors du contentieux électoral des résultats, on n'a pas été à mesure d'apporter certaines preuves ou de contredire certaines preuves simplement parce que c'était la machine à voter. Donc c'est une question fondamentale, il faut régler. La plupart des machines utilisées à cette période sont en état, peut-être sont hors usage. Et à ce stade, encore de l'argent pour renouveler ou acheter des machines. C'est pourquoi il faut régler cette question fondamentale. La machine à voter peut être écartée et on peut procéder par le bulletin des votes ordinaires, organiser des bonnes élections et dépouiller normalement, afficher les résultats bureau par bureau conformément à la loi électorale. Mais il y a des réformes qu'il faut faire jusqu'à l'élection des gouverneurs, par exemple, jusqu'à la gestion des provinces. Comment on organise l'accession au pouvoir au niveau des provinces? Parce qu'aujourd'hui, la gestion des provinces... C'est ce qui empêcherait le bourrage d'urnes, par exemple, notamment où... la journée en dehors, la justement, des témoins ou loin des témoins. Là, se pose. Ça empêcherait les pratiques décriées. Là se pose la question de la sécurisation du processus électoral. C'est une autre question. Ça rentre dans le cadre de la sécurité nationale, parce que la question de l'élection est une question de sécurité nationale. La sécurisation des urnes, la sécurisation du bureau de vote, l'intérêt dans la transparence, ce sont des questions de sécurité nationale. C'est une autre manche de la réponse à ces grands problèmes de l'élection, de la crédibilité des élections. Mais en ce qui concerne, par exemple, la machine à voter, je pense que la solution, c'est de les écarter, ces machines-là, parce que ça nous a servi pratiquement à rien. Nous avons assisté au contentieux électoral. Ça a été difficile, même pour nous, le praticien de droit, oui, on vous a vu, de régler des problèmes. Parce que nous étions par moments en présence. La Cour constitutionnelle, oui, sans beaucoup d'arguments pour défendre Fayoulou, sans beaucoup d'arguments pour justement contredire l'expert de la CENI, Ronsard Malonda, qui était plein d'arguments. C'était difficile de démontrer les dérapages ou les erreurs, et même les irrégularités. Il vous a été difficile, je vous ai suivi, vous étiez parmi les avocats qui défendaient Fayoulou. Oui, en fait, le problème de la machine à voter, c'est un problème réel. Quand je parle du contentieux électoral, c'est à tous les niveaux. Nous avons été, c'est vrai, à la Cour constitutionnelle pour la présidentielle et ensuite au niveau de la Cour constitutionnelle pour la législative nationale et au niveau des cours d'appel faisant office des cours administratifs d'appel pour les élections provinciales, mais aussi devant les conseils d'État en appel à ces décisions de cours d'appel. Donc la question de l'administration de la preuve s'imposer foncièrement devant le cours et tribunaux. Il faut régler cette histoire de machine à voter. Parce que nous étions en présence par moment de bulletins, comment dirais-je, de procès-verbaux manuels qui étaient contraires aux résultats produits par les machines à voter. Et comment trouver solution alors que la loi dit qu'en cas de divergence entre les deux, il faut que les résultats manuels l'emportent sur ceux produits par la machine à voter, mais les jugements, les décisions des juges n'ont pas rencontré cette obligation légale. C'est pourquoi il faut trancher la question légalement
clairement et précisément. Est-ce que c'est le point de vue du MLC ou votre point de vue personnel? Écarter les machines à voter. Le point de vue du MLC, il est républicain. Le point de vue du MLC, il est démocratique. Le point de vue du MLC, il est légaliste. Très bien. Et quand on fait des propositions en termes de tout ce qui doit être pour une société des droits, une société normale, où la volonté du souverain primaire est respectée, je crois que le MLC, c'est un parti républicain, et nous avons été dosés de ces catéchismes démocratiques au sein du MLC. Justement, délai constitutionnel, on accuse déjà un retard, je ne voulais pas exagérer, grand, fichier électoral n'est pas encore réactualisé, il n'y a pas encore eu enrôlement des électeurs, de nouveaux majeurs et des Congolais de l'étranger. Le recensement, lui, oui, pas forcément la condition sine qua non pour les élections de 2023. Alors, est-ce que face au facteur temps qui n'est pas flexible et aux moyens par moment qu'il faudra mobiliser, est-ce que nous n'allons pas dans le schéma, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président? Je ne crois pas, parce que l'enrôlement et l'actualisation du fichier électoral se font naturellement dans les 6 mois. Et ce sont des opérations qui se font simultanément dans toutes les aires géographiques. Et je crois que le système d'enrôlement, consolidation du fichier électoral simultanément peuvent nous prendre carrément 6 mois maximum. Et c'est question de volonté politique et du consensus pour des élections inclusives et crédibles. Une fois le consensus est là, on peut évoluer pour l'enrôlement et consolidation du fichier électoral. Donc, je crois que la question du glissement ne peut pas s'imposer, poser maintenant, parce que nous sommes en plein processus et 2023, c'est dans quelques mois. Il faut y aller, il faut qu'il y ait des élections. Le respect des délais constitutionnels sera fondamental. Je crois que personne n'a l'intention de pouvoir aller au-delà des délais constitutionnels. Personne non plus a l'intention de pouvoir se maintenir indéfiniment au pouvoir ou d'organiser des élections bâclées. Il faut qu'on organise des bonnes élections, et pour organiser des bonnes élections, il y a des préalables qu'il faut rencontrer, notamment la réactualisation du fichier électoral, l'enrôlement de nouveaux électeurs majeurs. Tantôt, Eric Bilalé, mais à ce débat s'invite aussi celui de la congolité de Noël Tchani. Voilà, l'exclusion de certains qui profilent à l'horizon, où le vrai souci de voir un fils du pays diriger quand même le pays pour la magistrature suprême. La question de l'identité nationale, c'est une question fondamentale. Personne ne peut éviter ces débats. Cependant, l'intention d'écarter un candidat, c'est une intention nuisible. Quel est ce candidat que vous voyez en train d'être écarté? Je ne dis pas que quelqu'un serait écarté. Je dis plutôt qu'il est républicain de débattre sur l'identité nationale. La congolité, c'est une question fondamentale. La Constitution a donné le principe de l'exclusivité. Je crois qu'il faut aller jusqu'à consacrer la perpétuité de la congolité d'origine. En ce qui concerne l'éligibilité, je crois que les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême telles qu'existantes aujourd'hui sont déjà suffisantes. Ces conditions-là, être de nationalité congolaise, la question de père et des mères,
je crois que c'est une question qui va nous pousser à des radicalités. Je crois que ça n'est pas une priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, ce sont des réformes en ce qui concerne ce que je vous ai dit, machine à voter, en ce qui concerne l'élection de gouverneurs de province, de députés provinciaux, de sénateurs. Ce sont des questions fondamentales parce que la corruption a élu domicile dans toutes ces élections et c'est la corruption qui tue le pays aujourd'hui. Alors, moi je ne partage pas forcément, a priori, cette approche. Je n'ai pas lu la proposition d'une quelconque loi parlant de ces conditions de père et de mère, mais en ce qui concerne ces droits fondamentaux de jus sanguinis, il faut toujours relativiser parce que c'est une question fondamentale et c'est dans l'étude au niveau du parti. Je crois que le MLC aura une voix officielle sur cette question. Voilà. Vous avez suivi qu'on nous annonce que notre temps est largement consommé. On attend le gouvernement. La patience devient encore longue. Il faudra qu'elle soit longue. Les vraies raisons ne sont pas connues. Au MLC, vous êtes impatient? En un mot? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas impatients. Nous sommes un parti républicain. Nous avons l'essence du pouvoir. Nous sommes un parti pour le pouvoir et pour le peuple. Le pouvoir de gérer, le pouvoir servir la population et construire l'intérêt général pour tous. Alors, Merci. ce point de vue, nous sommes démocrates et nous sommes au sein de l'Union sacrée. Vous attendez avec patience. Évidemment. Bien dit. Eric Bilalé, je rappelle que vous êtes un cadre politique au sein du mouvement des libérations du Congo, le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est lui qu'on appelle Baïmoto. Et voilà. À très bientôt pour un autre numéro sur d'autres sujets d'actualité. Pour l'instant, au revoir. Merci.